recevoir ma première chasseuse de trolls sur ZE. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien, c'est avec plaisir. Alors, je vais te poser quelques questions. Voici la première. Est-ce que tu peux me présenter et m'expliquer ton métier? Alors, mon métier est très simple à comprendre pour des enfants de ton âge. Je suis professeure des écoles, c'est-à-dire maîtresse d'école, les maîtres et les maîtresses qui travaillent en maternelle et en primaire. Et puis, depuis quelques années, je ne suis plus devant des élèves, mais je travaille dans un syndicat d'enseignants, c'est-à-dire que je discute notamment avec le ministère des nouveaux programmes, des meilleures façons de faire notre travail et de défendre les enseignants pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et qu'ils puissent voilà, bien apporter ce qu'ils ont à apporter à leurs élèves. D'accord, merci. Qu'est-ce que c'est un troll? Alors, il y a plusieurs définitions, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Les trolls existent, alors on en parle beaucoup sur Internet, mais ils existent aussi dans la vraie vie. En gros, le troll, c'est celui qui vient toujours pour mettre la pagaille. Il vient là où les gens discutent tranquillement et puis il va dire quelque chose de choquant ou quelque chose d'aberrant ou quelque chose de violent pour faire réagir. Et ce qu'il aime beaucoup, c'est que les gens se disputent entre eux à cause de son intervention. D'accord. Et comment on les nourrit, les trolls? Comment on les combat? Comment on les dompte? Alors, c'est très difficile de les dompter parce qu'en fait, on ne peut pas contrôler les trolls. Alors déjà, en règle générale, on ne peut pas contrôler les autres, mais les trolls encore moins, hein, parce ils viennent pour s'amuser, ils n'ont pas envie de respecter les règles, ils ont envie de mettre la pagaille. Donc, ce qu'on peut faire, c'est non pas dompter les trolls, mais c'est se dompter soi-même face aux trolls, c'est-à-dire essayer de ne pas leur faciliter la tâche, essayer de leur résister, essayer de ne pas rentrer dans leur jeu et de ne pas les laisser nous énerver en quelque sorte. Quels sont les arguments fallacieux préférés des trolls? Alors, ce que préfèrent faire les trolls, parce que je pense que c'est assez facile à faire et ça met très, très en colère, c'est ce qu'on appelle l'homme de paille. C'est-à-dire, ils prennent quelque chose qu'on a dit et ils le déforment de façon à le rendre ridicule et ils attaquent cette image ridicule de ce qu'on a dit. Un exemple concret, si par exemple je fais un tweet pour parler d'une recherche qui montre que dans tel apprentissage se fait mieux et plus facilement à partir d'un jeu, eh bien, les trolls vont me répondre que je suis une maîtresse qui dit n'importe quoi, puisque je suis en train de dire qu'à l'école, on n'a pas besoin d'apprendre et qu'il suffit de jouer et puis qu'on apprendra sans faire le moindre effort et sans travailler. Voilà, ça c'est typique des trolls. Si on se fait justement harceler par des trolls, quelle attitude on doit avoir? Alors, il n'y a pas une seule réponse parce que ça dépend des trolls qu'on a en face de nous et de comment on se sent, nous, par rapport à ces trolls-là. Euh, Si on est dans un troll vraiment amusant, qui vient mettre la pagaille et qu'on est de bonne humeur et que ce qu'il dit nous amuse plus que ça nous fâche, eh bien, pourquoi pas jouer avec le troll. Ça peut être extrêmement amusant, à condition soi-même de ne pas devenir effectivement harcelant ou violent avec d'autres personnes. Hein, il faut quand même faire attention. Après, si ce qu'il fait nous dérange ou nous met très très en colère, il faut essayer de ne pas rentrer dans son jeu. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut tout simplement ne pas lui répondre. Il n'y a aucune loi qui nous oblige à répondre à tous les gens qui nous parlent sur Internet. Hein, on peut tout simplement arrêter ou décider de ne pas répondre à cette personne-là et répondre aux autres. Par contre, ça ne va pas forcément le faire arrêter. Il y en a, ça va les arrêter parce que ça les intéresse plus si la personne ne répond pas. Il y en a d'autres, ça ne va pas du tout les empêcher de continuer et éventuellement d'être de plus en plus désagréables. On peut aussi rester très calme, très poli, très posé, lui demander pourquoi il dit ça, lui dire qu'il a l'air d'être très en colère et qu'on voudrait qu'il nous explique. Et quelquefois, soit ça le calme et on peut avoir une conversation tranquille avec lui, soit comme il voit qu'il n'arrive pas à nous énerver, ben, il ne s'amuse plus et il va embêter quelqu'un d'autre. Tu fais partie de l'armée des elfes, j'en ai entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, l'armée des elfes, c'est Divina Fromeg qui en a parlé. C'est une personne qui a travaillé sur tout ce qui est fake news, etc. Et je connais deux groupes Facebook qui font ça. Alors, elle parle de l'armée des elfes pour contrer les trolls. En fait, les trolls, ils viennent semer la pagaille sur Internet. Si on veut les contrer, au lieu d'aller se disputer avec eux, peut-être qu'on pourrait, nous, se comporter comme des elfes, c'est-à-dire des esprits bienfaisants. Hein, les trolls sont des esprits malfaisants.
et plutôt être sur le réseau Internet pour dire des choses positives, des choses constructives, des choses bienveillantes. Et il y a sur Facebook 2 groupes différents, mais qui fonctionnent à peu près de la même façon. Il y en a un qui a été créé par SOS Racisme et un autre qui s'appelle Je suis là, qui sont très intéressants. Enfin, je fais partie des 2. Ils repèrent sur des pages Facebook de journaux des articles qui déclenchent des réactions violentes. Par exemple, un article qui va déclencher des réactions racistes. Et ils nous les signalent, non pas pour qu'on aille dire aux gens qui disent des choses racistes que ce qu'ils disent n'est pas bien et pour qu'on aille se bagarrer avec eux, mais pour qu'on aille mettre des messages positifs. Si par exemple c'est un article sur les migrants et qu'il y a en dessous des commentaires racistes, eh bien on est invité à aller commenter cet article, mais en disant ils ont quand même du courage ces migrants d'être venus de si loin, ce sont des gens qu'il faudrait plutôt aider, et d'avoir un discours positif pour contrer le discours négatif. Et autre chose très intéressante qui marche bien sur Facebook, c'est d'aller liker les commentaires positifs laissés par les autres membres du groupe. Ce qui fait qu'à plus tard, quand on retourne quelques heures après sur une page où il y a eu une action des elfes, les commentaires racistes se retrouvent tout en bas et à peine visibles. Il faut cliquer sur plus de commentaires, plus de commentaires, plus de commentaires pour les voir. Et les commentaires qui sont en haut, ce sont les commentaires qui ont été le plus likés. Et donc, ça va être les commentaires encourageants et parlant de comment on peut mieux accueillir les migrants, comment on peut saluer leur courage d'avoir osé quitter un pays pauvre ou un pays en guerre pour essayer de trouver une meilleure vie chez nous. C'est quoi avoir de l'esprit critique dans ton métier? Alors, je ne sais pas s'il y a une façon spécifique d'avoir de l'esprit critique dans mon métier. Si, dans le métier d'enseignant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir suffisamment d'esprit critique pour accepter aussi l'esprit critique de nos élèves. C'est-à-dire qu'on est amené à être critiqué par nos élèves. Alors, ils sont plus jeunes, ils sont plus petits, ils savent moins de choses que nous, donc on pourrait se dire n'importe quoi. Or, déjà, ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive qu'un élève ait raison et que l'enseignant ait tort. Un enseignant peut se tromper, un enseignant peut croire quelque chose de faux, peut même parfois enseigner quelque chose de faux, ça arrive, hein, les enseignants ne sont pas tout puissants et sans aucune erreur. Et puis parfois, une remarque d'un élève, même fausse, peut déclencher une réflexion tout à fait intéressante pour le reste de la classe et pour l'enseignant. Et je pense aussi que c'est intéressant qu'un enseignant aide ses élèves à avoir de l'esprit critique en ne disant pas tout de suite ce que lui trouve juste ou faux, pour pousser les élèves à se poser eux-mêmes la question. De dire, ah ben, voilà, tel élève vient de dire ça, ça ne va pas tout à fait ce que je vous ai dit avant, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Et puis, on essaye de développer aussi les arguments pour, les arguments contre, et de voir. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, et ça suppose que l'enseignant accepte de ne pas être tout puissant et de ne pas avoir toujours raison. Quelles sont les idées reçues en éducation? Alors, je trouve que celle qu'on entend le plus souvent, c'est l'idée que pour apprendre quelque chose à des enfants, il faut y aller progressivement, pas à pas, commencer par ce qui est simple et aller de plus en plus vers ce qui est compliqué dans un ordre précis. Or, quand on réfléchit un petit peu en tant qu'adulte et en tant qu'enfant aussi d'ailleurs à comment on apprend les choses, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que déjà, pour apprendre quelque chose, il faut commencer par avoir envie d'apprendre quelque chose, et qu'après, oui, le pas à pas est une façon d'y accéder, mais que très, très vite, on se met à faire des choses plus complexes, à vérifier si ça marche ou si ça ne marche pas, à revenir en arrière, et que, en fait, cette conception de la façon dont on apprend est beaucoup plus compliquée que ce qu'on croit quand on n'y réfléchit pas très profondément. On pourrait donner l'exemple du b.a.-ba en lecture. On n'apprend pas à lire juste en apprenant le son des lettres. C'est très important de savoir le son des lettres pour apprendre à lire, mais ça ne suffit pas. D'accord. Que dirais-tu à l'enfant de 10 ans que tu étais? Alors, à 10 ans, j'étais pas très sûre de moi. J'étais une bonne élève, mais j'étais timide, j'étais pas très sociable. Donc, j'aurais tendance à me dire que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, que je suis plus forte que ce que je crois, que je suis capable de faire plus de choses que ce que je crois, et que je vais trouver, notamment via le métier d'enseignante, un sens très, très intéressant
à donner à ma vie et voilà, me rassurer sur le fait que ça va bien se passer et me dire des choses bienveillantes. Je pense que j'ai manqué à cet âge-là d'adultes autour de moi qui me disaient des choses bienveillantes et encourageantes. C'était une époque encore, en tout cas dans ma famille et dans le milieu que j'ai fréquenté, où on pensait que pour que les enfants soient autonomes et forts, il fallait être sévère avec eux, pas trop, comment dire, pas trop chaleureux, parce que ça risquait de nous rendre un petit peu ramollis. Et je pense que ça m'a manqué. Donc, j'essaierai aussi de me réconforter et de dire, voilà, ça va bien, tu vas y arriver, fais-toi confiance. Une dernière question. Est-ce que je peux te nominer aux étapes challenge? Oui, tu peux. J'ai commencé à réfléchir à comment me sortir de cette, comment relever ce défi. Merci Stéphanie pour ces réponses. De rien.